Rebonjour tout le monde et bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours d'événement. Notre deuxième table ronde en compagnie de Sylvain et de Clarence et Magnifique qui sont déjà arrivés sur la grande scène. Je vais demander à Florent aussi, Terrasse de nous rejoindre et à Sophie d'activer les caméras et les micros, histoire de pouvoir se... Parfait aussi, on a un double binôme des deux côtés. On va faire comme la première conférence, cette première grande table ronde. Je vais partager mon écran et on va pouvoir se lancer avec 3 minutes de contexte, une mini présentation de nos intervenants on va pouvoir se lancer sur la problématique qui a été choisie. Normalement, vous devez voir ce PowerPoint à On voit ton nouveau. écran en tout cas. Vous voyez les slides? Non, pour l'instant, on voit ton écran avec nos vidéos. Ah ah. Ah 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 ah. Presque. Je vais. La seconde sera la bonne. Hop, normalement, c'est bon. Voilà. Yes. Je dis pas de bêtises. C'est tout bon. Super. C'est pour voir si on suit. Très bien. Hop. Comme je disais tout à l'heure, on va donc avoir un binôme qui est composé de Sophie Manago et de Florent Terrasse, responsable produit d'un côté, responsable ingénieur de pédagogie et de la formation. Alors là, j'ai dû croquer tous les mots du côté de Edmile et je pense que vous en parlerez mieux que moi, Sophie et Florent, juste après. Et de l'autre, on a donc Clarence et Sylvain, qui sont tous les deux les cofondateurs, les heureux cofondateurs de Sidologie, et Sylvain qui a bifurqué récemment sur un autre projet et dont je tais le nom pour l'instant. Je ne veux pas tuer enfin, je veux mettre du suspense pour le moment. On a donc réellement des profils qui sont dans la tech et des solutions d'innovation pédagogique depuis quelques années déjà. Et donc, on va pouvoir échanger sur une thématique et des challenges un peu plus micro. Cette fois-ci, on a eu des projections sur la première table ronde, des premiers conseils. Aujourd'hui, on va voir réellement sur le terrain comment on peut les mettre en place. Comme je le disais tout à l'heure, 2 minutes de contexte avant de vous lancer la balle pour prendre cette parole. J'ai pas trouvé mieux comme expression en français, alors désolé pour l'anglicisme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un constat que effectivement, il y a des emplois, comme on le disait sur la première table ronde, il y a des emplois qui sont disponibles, et il y en a d'autres qui vont l'être, d'autant plus avec le contexte que l'on connaît, mais les compétences aujourd'hui ne sont pas, c'est pas le terme disponible, mais elles ne sont pas présentes réellement pour fitter avec cette job. Alors comment on peut faire et le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, j'aime bien le dire, mais il y a des serial learners, c'est-à-dire des personnes qui l'ensemble des actifs aujourd'hui vont devoir apprendre tout au long de leur vie. C'est un fait, c'est une très bonne chose pour pouvoir évoluer et pouvoir justement acquérir ces nouveaux emplois et les nouvelles compétences qui y sont liées. Mais le problème, c'est que si ces serial learners sont présents et comme j'ai dit, c'est une très bonne chose, qu'en est-il de ces serial makers, c'est-à-dire ces créateurs de contenu, ces formateurs? On met beaucoup d'énergie sur la première catégorie, mais la deuxième est hélas un peu isolée, il faut se le dire. Et donc on tombe sur cette thématique qui est pour la rentrée de septembre 2020. On sait très bien qu'il y a l'apprenant qui est au sens des dispositifs de formation, évidemment, mais qu'en est-il réellement du formateur? Comment peut-on faire pour l'accompagner? Quels sont les conseils et les astuces qu'on peut partager entre nous ce matin pour les aider à performer pour cette rentrée 2020? Florent, je te laisse la parole pour lancer les échanges et puis après, ça va se dispatcher naturellement. Aucun souci, merci beaucoup Alban. Vous m'entendez correctement? Super. Alors, moi, quand effectivement je prends cette question est complexe, très très particulière, et elle vient brasser un certain nombre aussi d'éléments qu'on voit effectivement de manière très claire dans le secteur de la formation et dans le secteur de la formation digitale. Tu as parlé à un moment donné d'une forme de paradoxe qui existe, c'est-à-dire qu'on a des jobs d'un côté, on n'a pas les compétences de l'autre. Intéressant, effectivement, et on a une tension spécifique à résoudre. La formation, logiquement, est créée pour résoudre ce type de tension. Voilà. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de problématique, on n'a pas de formation. Donc moi, je retiens ça dans un premier temps. Et je viens compléter ceci en disant, voilà, on entend beaucoup de statistiques. Alors, c'est moins vrai, hein, effectivement, mais on partage en tout cas ce constat de dire que les jobs de demain ne sont pas encore totalement connus. Et donc, si les jobs de demain ne sont pas encore totalement connus, quid des compétences? Voilà.
Nous, en tant qu'organisme de formation, en tant que prestataire effectivement de participants pardon, à l'acquisition de compétences et de structures qui proposent des solutions digitales, on se pose la question suivante. Comment allons-nous pouvoir effectivement former, en étant organisme de formation, des structures qui elles-mêmes ne savent pas quelles vont être les compétences de demain et les jobs de demain? La réponse à ça, c'est de se dire effectivement que ça viendra de l'intérieur et que les stratégies à un moment donné qu'on appelle organisation apprenante, montée en compétences des experts métiers, et la stratégie qui nous paraît à l'instant T la plus efficace et le bout de la pelote effectivement à tirer. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'au cœur des entreprises, on a un certain nombre d'experts métiers qui interviennent et on a ces experts métiers qui, a priori, connaissent bien et parfaitement leur métier, ça c'est d'accord, qui mènent un travail de veille, de prospective et qui se renseignent, se dire voilà, mon métier évolue, il faut effectivement obligatoirement que moi je monte. On parlait d'employabilité tout à l'heure, hein, que j'affine mes compétences, que je les actualise. Et un responsable formation d'une entreprise, d'une organisation, hein, que ce soit OF, parce qu'on trouve les mêmes logiques aussi au cœur des OF, avec des formateurs qui sont eux-mêmes impactés de par l'évolution de leur métier. Comment je fais en tant que responsable formation? Eh bien, je me saisis effectivement de mes experts métiers, mais je ne peux pas les lâcher complètement dans cette jungle, parce qu'une formation, effectivement, suppose une stratégie, une organisation. Donc, je construis, moi, en tant que responsable formation, une logique d'entreprise apprenante, je globalise effectivement un petit peu le terme, et je dois réfléchir à plusieurs choses. À, effectivement, stratégiser les choses pour éviter que ça parte dans tous les sens, accompagner, parce que on en parlait aussi précédemment dans la table ronde, on a des craintes très fortes sur la digitalisation des différents pôles, des différents métiers, et cette digitalisation peut faire peur. Il ne faut pas effectivement occulter cette dimension-là, il ne faut pas passer en force. Il faut respecter effectivement le fait qu'il puisse y avoir des technophobes et s'interroger sur le cœur de cette problématique. Le cœur, souvent, c'est de se dire le digital va me faire disparaître mon métier. Et donc, prendre effectivement aussi un angle très particulier pour rassurer. Le digital ne fait pas peur, faites attention, on va vous accompagner dans cette logique-là. Et donc, une fois qu'on a posé la stratégie, qu'on a accompagné, il faut effectivement outiller et se doter des bons outils qui vont nous permettre de lancer effectivement cette organisation-là. Et voilà, je pense, va te souvenir de cette phrase que je dis souvent. On a associé à tout ça une autre injonction paradoxale qui est de se dire, voilà, comment je me lance, comment j'industrialise mes formations, parce que d'un moment, il faut, pardon l'expression, mais un peu taper dedans. Comment effectivement je pense un gros mouvement d'organisation apprenante avec de la production par mes experts métiers, tout en m'assurant qu'en tant que responsable formation, je vais pouvoir piloter, gérer, être aux manettes avec cette foultitude effectivement de modules qui vont m'arriver. Donc, comment j'industrialise tout en harmonisant? Eh bien, en ajoutant effectivement un outil qui permet de sécuriser ces différentes tâches. Super, merci pour les premiers éléments, Florent. Du coup, Clarence, Sylvain, je rappelle, parce que je ne l'ai pas vraiment présenté, Sidologie, c'est une agence de conseil en formation et dans les solutions techno-pédagogiques. Comment vous faites, vous, pour accompagner ces formateurs? Quel doit être le rôle de ce formateur aujourd'hui? Alors, Sido, c'est l'agence, Sidologie, c'est le magazine. Autant pour moi, je rectifie. Sido. Pardon, du coup, j'étais bloquée là-dessus. Tu peux redonner tes questions? La question, c'est justement en rebond de ces tensions qui ont été identifiées avec Florent. Comment on fait, quelle place vous donnez à ce formateur aujourd'hui et comment on fait pour accompagner ce formateur augmenté dans la création de ces formations, par exemple? Nous, le problème qu'on voit le plus énorme, c'est que on essaye de faire en sorte que ce soit exactement les mêmes personnes qui traditionnellement font souvent des experts métiers ou des gens en tout cas qu'on a positionnés sur les formations en présentiel pour former les gens sur leur montée en compétences, pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, etc. Bref, et que ce sont les mêmes personnes à qui on demande de créer et de concevoir des formations à distance. Et là, le gros problème, c'est que ça ne nécessite pas du tout les mêmes qualités. Mais alors même, je dirais presque qu'elles sont opposées. C'est-à-dire que le bon formateur en présentiel, c'est celui qui a un peu de bagou, celui qui est un peu à l'aise à l'oral, qu'enthousiaste, etc., qui va partager ses anecdotes, qui est dans l'immédiateté.
qui va être dans l'amour de l'échange, du partage avec les gens, etc. Alors que je pense que le bon formateur, en tout cas concepteur de formation à distance, va être plutôt quelqu'un d'un peu plus introverti, potentiellement, en tout cas si je vais dans les clichés, qui va être beaucoup plus dans la rigueur, dans la conception, l'architecture, qui va peut-être avoir une appétence graphique, une appétence pour le choix des bons mots, pour l'organisation, la structure, et qui va avoir un petit rôle gestion de projet, puisque, enfin même un gros rôle gestion de projet, donc il va vraiment être dans la planification. Donc bref, en vrai, ce sont des qualités qui sont quand même souvent opposées, et puis du coup, ce sont deux métiers qui n'ont rien à voir. Donc, quand on demande aux formateurs de dire, bon, bah maintenant, ok, vous faisiez vos jolis PowerPoint et votre petit show à l'oral, c'était très bien. Maintenant, faites aussi tout un tas d'outils pour que ça puisse être utilisé à distance. Faites animer des classes virtuelles où pour le coup, là, ils ont plus l'échange, les pauvres. Ils voient plus les gens potentiellement les gens, ils les entendent même pas. Donc ça me paraît être super compliqué et puis perdu d'avance un peu. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que on a pensé et imaginé la formation du bahut, donc de l'école que l'on crée. C'est parce que avec cette idée de dire il faut leur donner les compétences, alors à eux ou à d'autres, en tout cas il faut apporter ces compétences de conception en formation à distance, parce qu'aujourd'hui on demande de plus en plus ça et en même temps on ne forme pas vraiment à ces métiers-là. Et du coup, assez marrant pour revenir sur ce que tu disais, Florent, juste avant, sur ces métiers où aujourd'hui il n'existe pas vraiment de formation. Alors, je vais me faire peut-être taper dessus si les universités de Lille, de Rennes ou de Grenoble ou de Poitiers sont là, parce que du coup, ils proposent quand même des choses. Ça n'empêche que les entreprises aujourd'hui avec lesquelles on discute, pour les concepteurs pédagogues, elles recrutent des Bac+5 en communication. Des gens qui sont agiles avec les outils, qui ont des compétences graphiques et qui savent écrire. Parce que finalement, c'est quand même ça les 3 grosses compétences de base du Digital Learning Manager, du concepteur pédagogique, avec aussi la capacité à intégrer un maximum d'infos, à les ingurgiter, à les régurgiter de façon compréhensible et mémorisable. Sauf qu'ils disent tous, c'est des gens qui sont passionnés par le mot, par parfois le bon mot, un peu trop marketé comme, et pas du tout par la pédago. Donc, à nous de les former à ça, à nous de les transformer. Et c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, encore plus avec la crise qu'on vient de vivre, les entreprises doivent créer des cursus à distance, doivent intégrer du numérique dans la formation et personne n'est réellement formé sur ces sujets. Et effectivement, comme a dit Clarence, c'est pour ça qu'on lance le bahut, une école qui démarre le 14 septembre à Lyon, dans laquelle on présentera Edmil et beaucoup d'autres outils de conception de vidéos, de création d'infographies, de mind map pour organiser ses idées ou architecturer sa formation, et de LMS, d'évaluation, etc. Donc, ils verront l'ensemble de la chaîne, mais toujours avec un aspect de qu'est-ce que je dois transmettre, à qui, et après on cherche l'outil. On ne part pas de l'outil et j'essaie de voir ce que je peux mettre dedans. On part d'abord de ce que je veux en passer comme info, ce que je veux que les gens retiennent. Et d'ailleurs, qui sont ces gens-là? Imaginons, ils sont tout le temps sur la route ou tout le temps en déplacement. Là, il y a une entreprise qui va recruter un apprenant de bahut qui forme des agents de sécurité. Si vous leur faites des e-learning de 3 heures, les mecs ne sont jamais face à un ordi. Ils sont debout chez Carrefour, dans un hôtel ou devant une banque. Donc non, il faut imaginer, on va peut-être imaginer du mobile learning, on va imaginer des formats beaucoup plus courts et plus réguliers pour les amener à comprendre une nouvelle loi ou à comprendre les gestes barrières comme il y a dû y avoir là pendant la crise du Covid. Donc voilà, il va falloir à chaque fois réadapter ces formations, ne pas être bloqué sur un outil et ne pas être que spécialiste storyline. Il va falloir être capable de faire du Viand, de faire du Edmil et faire du TeachUp potentiellement. Il faut pouvoir toucher tous ces outils, il faut ne pas en avoir peur et il faut surtout comprendre l'intérêt d'utiliser ces outils-là. Et c'est ça qu'aujourd'hui, il manque dans les boîtes, c'est qu'on va chercher un peu le gadget learning, le truc un peu marrant, qui est un peu à la mode, tout le monde en parle, donc il faut que j'ai Klaxoon. Ouais, mais si tu ne fais pas les formations et que tu n'adaptes pas ta formation pour qu'il y ait du Klaxoon et que ça a un vrai impact, ça ne sert à rien, voire tes apprenants vont être frustrés parce que c'est toujours la même interaction que tu mets, toutes les quarts d'heure, tu as un image qui ne sert à rien et tu ne fais rien des résultats. C'est cool, mais c'est pas ça qui est intéressant dans Klaxoon. C'est bien d'autres choses potentiellement. Oui, et puis je pense qu'il faut même réfléchir complètement et recruter des nouvelles personnes. Ne pas demander aux formateurs existants de changer leur métier, de les rendre potentiellement malheureux parce qu'ils vont s'arracher les cheveux avec les outils avec lesquels ils sont pas à l'aise et puis ils n'ont pas signé pour ça en vrai. Et puis potentiellement ils perdent l'aspect social et l'aspect qu'ils aimaient au départ. Donc de demander ça à ces gens-là
moi, je ne trouve pas ça adapté, mais par contre, de recruter des gens dédiés, oui. Complètement. Merci pour ces éléments. Du coup, justement, je me tourne vers toi, Sophie, je me tourne entre guillemets. On est sur, justement, Sylvain le disait très bien, pardon, on évite au maximum les gadget learning. Comment, du coup, au sein d'Enmil, tu t'es saisi de cette problématique pour développer un outil sur ce marché? Alors justement, nous, on savait qu'on ne voulait pas aller dans le gadget learning, qu'on voulait, on aime beaucoup Klaxoon, hein, c'est vraiment une société qui nous inspire beaucoup, mais nous, on voulait avoir vraiment de la formation sous l'axe réglementaire, sous l'axe des bonnes pratiques à la fois pédagogiques et à la fois des bonnes pratiques liées aux sciences cognitives. C'est-à-dire permettre aux utilisateurs, aux créateurs de contenu, qu'ils soient experts métiers ou formateurs de métiers, de les mettre sur les bons rails pour qu'après, eux puissent infuser leurs connaissances, leur contenu, etc., dans des coquilles pré-créées, pré-remplies, qui leur permettent de gagner du temps et en même temps que ce soit un outil formatif pour typiquement les experts métiers qui, eux, n'ont pas toujours, même rarement, de background de pédagogie. Donc, typiquement, on a fait une suggestion de chapitrage qui suit pas mal de bonnes pratiques avec une évaluation diagnostique et puis après, ça va jusqu'à les évaluations à froid et même une grille d'évaluation critériée qui permet une évaluation en situation de travail par l'apprenant et par 2 référents que l'apprenant désigne et qui reçoivent de manière très simple, très intuitive, qui reçoivent un email avec un formulaire à remplir. L'idée aussi, moi ce que j'ai à cœur, parce que ça fait près de 15 ans que je travaille avec des formateurs en présentiel ou à distance, j'avais vraiment à cœur d'infuser dans l'outil la résolution de points de douleur que j'ai pu observer et que j'ai pu écouter des formateurs pendant ces années, notamment la gestion de l'après, la gestion de tout ce qui est paperasse, donc les évaluations à froid, quand il faut, après 15 jours, après 30 jours, retourner vers chaque apprenant pour leur redemander, pour les réévaluer, c'est extrêmement compliqué. On connaît tous le problème des feuilles d'émargement en présentiel, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour arriver à attraper les gens après coup, c'est extrêmement problématique, alors que c'est une donnée qui change tout. De pouvoir savoir à quel point on a retenu les informations avec plusieurs étapes, c'est extrêmement important. Et donc, cette petite fonctionnalité d'envoi automatique, et en plus, d'envoi automatique conditionné à la date réelle de l'apprentissage de chaque apprenant, autant en présentiel, c'est extrêmement compliqué à faire, autant en digital, c'était intense. Et je salue nos équipes techniques qui ont vraiment assuré et qui assurent tous les jours. Mais néanmoins, c'est un souci en moins pour le créateur et le diffuseur de contenu. Pareil pour la grille d'évaluation critériée, on a juste à rentrer les coordonnées des personnes et on ne doit pas les attraper son manager ou son référent en situation de travail. On rentre leur adresse mail, ça leur arrive, etc. Donc, c'est quelques exemples de points de douleur que j'ai essayé de régler avec l'outil Enmil. C'est le gros avantage des outils numériques aujourd'hui, c'est qu'on peut réfléchir à son évaluation avant même de démarrer sa conception. Généralement, dans le présentiel, dans le face-à-face, l'évaluation, soit on l'oublie, soit on l'imagine après. On a fait le cours, tiens, qu'est-ce qu'il devait retenir et je fais quelque chose. Dans le à distance, on va pouvoir traquer. Alors, je sais que ce n'est pas un mot qu'on aime. On va pouvoir mesurer les gens, ce qu'ils ont regardé, combien de temps, ce sur quoi ils ont bugué, à quel endroit ils se sont arrêtés, à quel endroit ils ont quitté la formation. Donc, peut-être qu'elle était trop longue à cet endroit-là et qu'ils se faisaient chier. Et c'est une énorme chance, du coup, pour l'évaluation aussi. Et on peut la réfléchir en amont, avant même de démarrer. Qu'est-ce que les gens doivent retenir et du coup, qu'est-ce que je construis pour ça? Et c'est ça que je trouve intéressant dans le numérique notamment. Chez Sido, pour le coup, on a vraiment une démarche là qu'on va pousser de plus en plus dans les prochaines années, qui est de mesurer tout ce qui est attention, engagement des apprenants à distance. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui effectivement permettent de faire avec le numérique, notamment d'aller chercher tout ce qui est traces. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, traces. Et du coup, d'aller regarder non seulement évidemment ce que les gens regardent, le l'eye tracking, mais aussi toutes les micro-expressions qu'ils peuvent avoir derrière leur écran, que ce soit froncement de sourcils, que ce soit dilatation des pupilles, des choses voilà, qui peuvent vraiment donner des infos hyper précieuses pour les concepteurs de formation et de se rendre compte de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, faire des tests, des hypothèses. Donc, nous, on a vraiment l'idée de pousser un peu ça parce qu'aujourd'hui, l'état de l'art est pas très avancé sur cette question et que je pense que le numérique peut nous permettre d'apprendre plein de choses sur notre façon de comprendre les choses, sur notre façon de les intégrer, de les mémoriser et même de ce qui fait qu'on est capté ou qu'on n'est pas capté, quoi.
Complètement. Et pour rebondir effectivement sur ce que tu dis, Clarence, et ce que tu disais, Sylvain, aussi, concernant l'évaluation, c'est que ça doit être notre priorité. On le sait, hein, les théoriciens l'ont vraiment posé, c'est tout doit partir de l'évaluation. L'évaluation se réfléchit vraiment dès le démarrage et on doit mettre en parallèle effectivement la taxonomie des objectifs avec les différents niveaux effectivement de l'évaluation pour construire quelque chose qui a du sens. Ça me paraît aussi pouvoir, à travers ces logiques de tracking, résoudre des problématiques plutôt socio-culturelles qu'on trouve au sein des entreprises et au sein des organisations. C'est-à-dire qu'on a une dimension de l'évaluation qui est très particulière, qui est très connotée en France notamment. C'est quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise. Donc on a effectivement des logiques à transparaître là-dessus. Et je reviens sur ce que je disais au démarrage, c'est-à-dire les technophobes. C'est aussi à un moment donné, je dirais, corréler et apporter du sens à l'évaluation. L'évaluation, elle va avoir du sens pour l'apprenant, ça va lui permettre de se positionner, et ça, on est plutôt très clair là-dessus, et les formateurs sont plutôt très clairs là-dessus également. Mais ça permet aussi aux formateurs de reprendre la main. C'est-à-dire que ces évaluations, ces indicateurs, le fait qu'à un moment donné, un apprenant a manqué d'attention, le fait qu'à un moment donné, on ait une statistique de satisfaction qui soit plus basse, ou que le formateur se rende compte effectivement que la pratique qu'il avait l'habitude de mettre en œuvre, eh bien, n'apporte pas les niveaux effectivement attendu en termes d'apprentissage ou en termes de rejaillissement sur la situation de travail, doit à un moment donné impacter et doit inciter le formateur à une propre révolution de ses pratiques, c'est-à-dire nous, on incite vraiment à la réingénierie. Et de la même manière, effectivement, hein, les théoriciens l'ont bien écrit, l'ont bien appris, c'est-à-dire que la formation est une matière mouvante, les produits de formation doivent être aussi mouvants, et on en parle beaucoup dans le digital avec le logique d'obsolescence programmée. Nous, on refuse ça effectivement, avec l'idée de toujours penser au coup d'après, à la fois en actualisation des informations, actualisation graphique bien évidemment, qui participe de l'engagement et du fameux effet waouh, de la satisfaction, mais aussi tenir compte des indicateurs d'évaluation pour potentiellement améliorer, être toujours dans une logique d'amélioration continue de ces pratiques. Ouais, et ce suivi est indispensable parce que j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, la formation à distance, c'est du 20-80 et pas du 80-20. On fait quelque chose qui va convenir à 20% des apprenants et 80% vont être laissés sur le bord de la route, soit parce que on leur donne pas le temps de le faire, parce que j'ai vu que c'était le temps plus la motivation, soit parce que la réalisation est moche et il faut que ce soit un peu joli, soit il n'y a pas de gamification du tout, donc on ne rentre pas dedans, soit on comprend pas ce qu'on va apprendre parce que c'est pas du tout chapitré et du coup, on voit une masse d'infos et en fait, on n'a même pas envie de démarrer. Enfin, il y a plein de choses qu'ils vont faire et d'autres gens aussi qui sont malaises à apprendre tout seuls. Ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin de partager, de discuter ou de débattre immédiatement après avoir reçu une nouvelle idée. Donc en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à optimiser cette formation à distance. Et pour autant, on a les datas, on a les outils aujourd'hui pour voir ce qui fonctionne sur un maximum de gens. Et notre rêve, c'est qu'à terme, on fasse une formation à distance qui touche 80% des gens. 80% peuvent s'éclater dedans parce que chacun y trouvera un truc pour se motiver à la suivre. On est complètement d'accord. On avait cet échange préalablement avec la table ronde et je citais un exemple. C'est vrai qu'on y est confronté et je suis certain que vous y êtes confronté aussi. Quand on reçoit à un moment donné une commande d'un organisme de formation ou d'une entreprise qui nous dit, voilà, adresser sur le même sujet 200 000 personnes, très clairement, comment fait-on? C'est-à-dire, est-ce qu'on a l'assurance à un moment donné qu'on va satisfaire 200 000 personnes? On a des techniques qui existent en communication, en marketing, de dresser des personas en l'occurrence. Très bien, mais est-ce qu'un persona sur 200 000 personnes, c'est faisable dans un premier temps? C'est quand même très, très compliqué. Et on va être obligé à un moment donné d'imprimer des parties. Nous, on choisit effectivement de tirer certains leviers. On a déjà parlé ensemble, mais des leviers de culture d'entreprise, par exemple, peuvent être un levier intéressant parce que, par convention, ces 200 000 personnes appartiennent à la même entité et par convention adhèrent aux valeurs et à la culture d'entreprise. Ça peut être à un moment donné un levier. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Et c'est à travers cette partie d'ingénierie de formation, c'est-à-dire de se poser, d'analyser les objectifs, d'analyser à un moment donné la cible apprenante, d'analyser la stratégie, parce que on parle de sens et de manque de sens certaines fois dans des capsules digitales, même dans des formations présentielles, hein, qui sont construites un peu de manière hors sol. On a aussi du travail à faire, je pense. Et là, c'est pas que les organismes de formation ou les apporteurs de solutions digitales, hein, c'est vraiment le monde de la formation que de corréler les choses vraiment à des projets d'établissement, à des stratégies. Voilà, de bien repartir quand même des logiques d'ingénierie et pas uniquement effectivement le dernier niveau qui est l'ingénierie pédagogique. Merci Florent, Sophie, Clarence, Sylvain. Je vais poser la même question que la première table tout à l'heure. S'il y avait vraiment un conseil à donner aujourd'hui pour se préparer pour la rentrée 2020, quel serait-il pour vous, chacun d'entre vous? Si quelqu'un se sent plus inspiré qu'une autre personne, qu'il se lance.
C'est Moi, le premier truc qui me vient, parce que c'est ce que je vois trop souvent, c'est que les gens veulent tout digitaliser tout d'un coup et aller un peu vite, quitte à industrialiser un peu des choses qui vont rendre le contenu atroce et qu'on ne fait les choses bien que si on ne digitalise que très peu de choses en vrai. Je suis assez convaincue qu'il vaut mieux en dire beaucoup moins, mais de façon plus qualitative. Et donc, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est prioriser les contenus. Choisissez vraiment les informations et les contenus qui seront et les plus pérennes, les plus stratégiques et qui ont le plus de sens. Et après, par contre, investissez sur la forme, sur le donner envie, parce que apprendre à distance, c'est vraiment atroce pour tout le monde, quand même de base. C'est déjà pas facile d'apprendre en présentiel, donc apprendre à distance, ça demande un effort supplémentaire. Et donc, il faut pas négliger la forme, quoi. L'ergonomie, le donner envie, c'est quand même par ça que ça passe en premier. C'est nos sens de perception. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends. Et si ce que je vois me donne pas envie et si ce que j'entends est triste, je vais pas plus loin. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'il faut miser sur la forme au départ. Moi, je dirais faire un bilan un état des lieux des personnes, des acteurs en fait. C'est-à-dire sonder, parce qu'on a tous réagi en situation de crise avec une digitalisation ou un travail en remote de manière extrêmement violente. On parlait tout à l'heure de tout changer en moins d'une journée. Donc prendre le temps de faire un vrai état des lieux, voir comment chacun se sent, le degré de confiance et de maîtrise et de comment les gens sont à l'aise avec les outils qui ont été mis en place dans l'urgence. Comment les gens se positionnent par rapport à la digitalisation, que ce soit les apprenants, les diffuseurs, les créateurs de contenu, etc., pour lever les freins éventuels, pour ajuster le panel d'outils qui a été mis en place pour vraiment repartir à septembre, parce que voilà, l'automne est incertain, de voir comment on peut être outillé de manière vraiment efficace pour chacun et mettre en place des formations éventuellement pour pallier les déficiences de connaissances pour être prêt pour cette fois. Moi, ce sera plus attention, la formation numérique ou digitale, c'est pas économique. Beaucoup d'entreprises se sont mis sur ce sujet-là en disant ça me coûtera beaucoup moins cher. Non, en fait, la conception coûtera beaucoup plus cher qu'une formation présentielle parce que demandera plus de travail au niveau graphique, au niveau interaction, au niveau expérience utilisateur ou expérience apprenante. Par contre, effectivement, ce sera reproductible et le coût marginal sera faible. De le montrer à 100 ou 101 personnes, la 101e coûtera rien. Ce qui sera très différent d'un présentiel où si on doit faire revenir le formateur pour une personne, ça coûtera très cher. Mais attention à pas se tromper sur ce sujet-là, à imaginer qu'on est moins cher en faisant du à distance. C'est souvent le contraire et voire c'est même souvent plus cher de faire la formation à distance efficace. Effectivement, si vous faites un PowerPoint avec des quiz, ça ne coûtera pas très cher, mais ce ne sera pas très efficace non plus. Moi, je m'adresserais effectivement plutôt aux responsables de formation, que ce soit dans les entreprises ou dans les organismes de formation, ne pas considérer que c'est anodin, effectivement, d'introduire un outil au cœur d'une communauté, effectivement, de formateurs ou de collaborateurs. C'est pas neutre, très clairement, que d'introduire un outil dans ces organisations si on veut que l'outil ait du sens. Et donc, je reprendrai un petit peu ce que disait Sophie, c'est-à-dire ne pas considérer que parce qu'il y a eu la Covid à un moment donné, tout le monde maintenant est rompu à l'exercice et il n'y aura pas de frein effectivement supplémentaire. Le travail d'inventaire est effectivement nécessaire et surtout pour les responsables de formation, les dirigeants d'entreprise ou ceux qui veulent s'emparer de ces thématiques, de dire que ça se réfléchit, ça se pense, en construisant une stratégie de formation bien évidemment, mais stratégie d'accompagnement et de déploiement auprès des équipes. On est sur une conduite du changement. Et là, je m'adresse plutôt effectivement à notre environnement, c'est-à-dire les organismes de formation ou des prestataires effectivement comme nous qui peuvent fournir des solutions digitales. Travaillons ensemble pour fournir des formations pertinentes qui permettent d'accompagner les gens, de monter en compétences les gens. Et donc, des initiatives telles que le BAHU, notamment, on en avait parlé, sont effectivement très pertinentes et correspondent très clairement aussi à la lignée qu'on souhaite suivre.
Super, eh bien, on est parfaitement dans les temps en plus. C'est génial. L'idée, c'est que vous puissiez continuer les échanges avec Sylvain et Clarence et Florent et Sophie à la fin de ces tables rondes. On va retourner sur un espace de session de networking. Je vous remercie vraiment tous les quatre d'avoir pris la parole sur ce sujet. C'est toujours compliqué dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes, on le sait, mais il y a des bonnes idées, on le sait aussi. Et donc, du coup, vous pourrez continuer de les développer autour d'une table avec les participants de cette matinale. Et d'ailleurs, je voulais aussi mettre… Alban, bravo Edmile pour ce choix Ouais. de Rémo. Je trouve l'expérience super sympa. C'est aussi pour ça que je suis venu ce matin, pour la vivre. Parce que je pense que ça peut même être utilisé justement en classe virtuelle avec des petits groupes de travail qui peuvent se réunir autour d'une table, autour d'un sujet. Le prof revient toutes les demi-heures et revient faire 10 minutes de théorie. Je pense que ça est complètement adaptable dans le monde de la formation et de l'éducation, pas que sur les salons. Et bravo pour ce test et cette découverte. Merci à vous. Eh ben, merci de nous avoir fait confiance et de se lancer dans cette expérience. On a aussi 3 autres personnes que j'ai envie de citer avant de terminer la table ronde. On a Eddy Blanchet de Accessio, on a Julie Violaine de Domitis et on a également Cédric Suzanne de GR Événements qui sont présents autour des tables et qui ont osé se lancer dans le digital learning et trouver des solutions pour cette transition numérique et transition digitale. Venez discuter avec eux autour des tables pour qu'ils partagent leur expérience aussi. Ils répondront à vos questions. Ils sont vraiment très heureux d'être avec nous d'ailleurs et ils aimeraient en discuter avec vous. Si vous avez des questions, ils seront ravis de pouvoir vous aider. Sylvain et Clarence, on vous retrouve dans votre espace qui est dédié ou de table en table si vous avez la bougeotte. Et pareil pour Sophie et Florent. Donc, n'hésitez pas à échanger avec eux. Et puis nous, on se retrouve à 11h45, 11h50 pour un dernier mot de clôture. Et puis, on closera cette matinale. Je vous dis à tout à l'heure et bon courage et merci. Merci.